Bonjour tout le monde. Alors maintenant que vous connaissez les circuits magnétiques, et notamment l'analogie entre le circuit magnétique et le circuit électrique, eh bien on va pouvoir traiter l'exercice 4. Dans l'exercice 4, donc, on veut réaliser une inductance, ou plutôt on vous propose d'étudier une inductance sur circuit magnétique. Donc ça ressemble à quoi le circuit magnétique de cette inductance? Eh bien c'est une base de circuit magnétique carré comme ça. Voilà, on va faire en perspective. Et voilà, perspective à peu près faite. Donc le flux va pouvoir tourner comme ça ou comme ça, on verra, ça dépendra. Mais surtout, donc, ce qu'il y a quand on fait quand on veut faire une inductance, eh bien, il faut prévoir dans ce circuit magnétique ce qu'on appelle des entrefers, c'est-à-dire des zones où il n'y a pas de matériau magnétique. Voilà, pour forcer un passage du flux à travers une zone où il n'y a pas de matériau magnétique. Donc j'efface une petite partie ici de mon matériau magnétique. Et là pareil. Ok, alors la largeur de l'entrefer ici, c'est petit e et ça fera 1 mm. Ensuite, la section du circuit magnétique est cette longueur par cette longueur-là. Et cette longueur-là, en fait, elle fait, je vais le mettre en haut, on va le mettre là. Donc ça fait 1 cm. Et ça fait 1 cm aussi. Donc ça fait une section carrée dont le côté vaut 1 cm. Ensuite, pour réaliser cette bobine, eh bien, cette inductance, on bobine des spires ici sur un côté du circuit magnétique. Donc ça part comme ça, voilà, ça fait le tour. Une spire, une deuxième spire, une troisième spire, une quatrième, et je ne vais pas toutes les dessiner puisque on dit qu'il y a 100 spires en fait. Ok, ensuite on fait passer du courant comme ça, et il correspondra à une certaine tension au bord de cette bobine. Que je note U, en fait ça n'a pas trop d'importance ce truc-là. Alors, une fois qu'on a fait ça, je lis un peu plus l'énoncé. Et dans l'énoncé, on nous dit que pour éviter la saturation du matériau magnétique, il faut que l'intensité du champ magnétique B en son sein ne dépasse pas les 0,5 Tesla. Dans ces conditions, le matériau magnétique aura un comportement quasi linéaire, avec une perméabilité magnétique relative très supérieure à celle du vide. Elle n'est pas précisée, mais elle est très supérieure. On considère alors que l'intégralité du flux du champ magnétique est canalisée par le circuit magnétique, et que la reluctance des U en matériau magnétique est négligeable devant celle des entrefers. Les U de matériau magnétique, c'est ces deux morceaux de matériau magnétique qui ont une forme de U en fait, si on les retourne. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, et à partir de là, dans la première question, on vous demande de calculer la reluctance du circuit magnétique, donc dans ce circuit magnétique avec un flux qui va tourner. Alors a priori, si le courant I tourne dans ce sens-là, il va créer du champ magnétique dans ce sens-là, donc ça va pousser du flux champ magnétique dans ce sens-là. Donc le flux champ magnétique dont on va parler, eh bien en fait il va aller dans le sens-là, il va descendre comme ça. Voilà. Et puis après il fait le tour, donc il va remonter comme ça. Voilà. Voilà, donc ça on va appeler ça phi, le flux du champ magnétique. Alors pour se rendre compte du fonctionnement de ceci, je vous propose de faire tout de suite le schéma électrique équivalent de ce circuit-là, le circuit électrique. Alors le circuit électrique, bien, le NI, là, le courant qui circule dans les bobines, c'est équivalent à un générateur de tension. On a vu que ça poussait le flux vers le bas. Voilà. Donc la valeur du générateur de tension, ben, c'est NI, si on fait l'analogie. Et puis ensuite, les U de matériau magnétique, eh bien, ce sont, comment dire, ils ont des reluctances très très faibles. Donc en fait, c'est comme dans un circuit électrique pour lequel les fils ont des résistances très très faibles. Pour ça, je mets simplement des fils ici. Une résistance qui n'est pas forcément nulle, mais on va dire qu'elle est faible. Et elle va surtout être faible devant quoi? Eh bien, le flux ici va traverser le premier entrefer en bas. Et ça sera l'équivalent d'une résistance dans le circuit électrique et d'une reluctance dans le circuit magnétique, qu'on va appeler RE, reluctance d'entrefer.
Et il y aura la même en haut, reluctance d'entrefer, et puis le U qui est ici, ben, ça fait un équivalent d'un fil. Alors calculer la reluctance totale du circuit magnétique, ça revient à calculer la résistance totale de ce circuit électrique. Donc quand on calcule la résistance totale de ce circuit électrique, eh bien, on voit que tout est en série. Ce que j'ai oublié de dire, le courant qui circule, ça sera le flux ici, l'équivalent du flux. Et donc, pour la résistance, si on veut vraiment être précis, eh bien, on va ajouter toutes les résistances, c'est-à-dire les deux résistances RE, plus les résistances des fils. Alors nous, on dit résistance, mais en fait, j'aurais dû dire reluctance. Et on calcule ici la reluctance. Et on va dire que la reluctance totale, c'est la reluctance du premier U, plus, quand on traverse ici, la reluctance du premier entrefer, plus la reluctance du deuxième U, allez, je mets des petits indices, plus la reluctance de l'entrefer qui est en haut. Alors bien sûr, vous imaginez tout de suite que les deux entrefers, comme ils ont la même géométrie, ben RE1 et RE2, c'est la même valeur. Et pareil, les deux bouts de morceaux de circuit magnétique ici en forme de U, ils ont les mêmes dimensions, donc ils ont la même valeur. Ces deux-là, c'est la même chose. Donc en fait, je peux dire que ça équivaut à 2 fois RE, plus 2 fois RU. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous avait dit dans l'énoncé? On considère que la reluctance des U en matériau magnétique est négligeable devant celle des entrefers. En gros, clairement, ça c'est négligeable. On va écrire or RU très inférieur à RE. Donc la reluctance du circuit magnétique complet, c'est, on va mettre un petit sensiblement égal comme ça, 2 fois RE. Ensuite, comment on calcule la reluctance d'un entrefer? Eh bien, on écrit que c'est 2 fois. Et la formule, donc c'est l'équivalent du ρL sur S pour les résistances électriques. Donc là, on va écrire non pas ρ, mais 1 sur mu0 mu R, on avait dit, que multiplie L. Ben, L, c'est la longueur d'un entrefer. Alors, la longueur d'un entrefer, comme c'est petit, on ne l'appelle pas L, ici on l'appelle E. Donc je ne vais pas mettre L ici en numérateur, mais E, et divisé par S, qui est la section du circuit magnétique. Bien voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer cette reluctance. Donc on va mettre les valeurs. Donc ça me fait 2. Petit e, ça fait 1 mm, il faut que je le convertisse en mètres. Donc je mets 10 moins 3 mètres. Divisé par mu0, ben mu0 c'est la constante de la physique qui vaut 4 pi 10 moins 7. Mu r, eh bien mu r c'est la perméabilité magnétique relative de ce qui est dans l'entrefer, c'est-à-dire de l'air, au milieu il y a de l'air. En tout cas, on verra en pratique, on met souvent une cale pour une bonne distance d'entrefer, mais c'est un matériau non magnétique. Donc en fait, dans cette zone-là, le mu r, il vaut 1. Il n'y a pas d'amplification du champ magnétique dans cette zone-là. Et puis, il y a le problème de la section du circuit magnétique. Donc la section du circuit magnétique, ici, bien, ça fait, ou de l'entrefer, ça fait 1 cm par 1 cm. Voilà, mais il faut mettre ça en mètres. Donc en fait, 1 cm, c'est 1 centième de mètre, hein, comme son nom l'indique. Donc ça vaut 10 moins 2 mètres pour cette dimension, et 10 moins 2 mètres pour cette dimension. Donc ici, si je veux faire la section, ça sera 10 moins 2, je multiplie 10 moins 2, allez, je l'écris comme ça, j'aurais pu écrire directement 10 moins 4. Et après, il n'y a plus qu'à passer tout ça dans la machine. Bon, il y a des 10 moins, etc. qui se simplifient. Donc moi, j'ai fait le calcul et j'ai trouvé que ça faisait 15,9 millions. Donc on va mettre 10 puissance 6. Et l'unité de la reluctance, ce sont des Henri-1. Ça nous donne notre valeur de R. On va garder cette petite formule-là, celle-ci, on va l'encadrer. Elle nous en servira un peu plus tard. Allez, question numéro 1, c'est fait. Question numéro 2, on veut calculer L, la valeur de l'inductance ainsi réalisée. Et là, vous êtes guidé, vous avez des petites questions. Voilà, là, il y a une subtilité qui va s'inviter quand même, mais c'est pas grave. Donc l'idée, en fait, pour calculer L. Alors, on pourrait partir du U égale L di sur dt, hein, qui définit ce que c'est qu'une inductance. Mais en fait, maintenant qu'on a fait de l'électromagnétisme, on sait que L, c'est ce qui est impliqué dans une relation du genre phi égale Li. Voilà. Et donc, il suffit de calculer le flux du champ magnétique en fonction de I, et on aura la valeur de L. Sauf que là, il y a une subtilité sur le flux. C'est-à-dire qu'en fait, le flux dont on parle ici,
le flux qui est marqué ici, c'est le flux à travers une section du circuit magnétique. Voilà. Et si on voulait calculer L en utilisant ce flux-là, c'est en fait la valeur de L qu'on obtiendrait s'il y avait seulement une seule spire de bobinée ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, la question qu'on va se poser, c'est quel est le flux à travers les N spires du bobinage, parce que c'est celui-là qui va être impliqué dans la valeur de l'inductance. Pourquoi? Parce que la tension qu'on a ici, ça sera la somme des tensions aux bornes de chacune des spires qui composent le bobinage. Hein, je sais pas, moi, si vous avez 1 volt de tension sur une spire, bien, si vous mettez 2 spires, ça fera 2 spires en série, ça fera 2 volts. Si vous mettez N spires, ça fera N volts, puisqu'elles sont toutes en série. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la tension ici, ça sera N fois, si N est le nombre de spires, N fois la tension au bord d'une spire. Voilà, la tension au bord du spire, ça sera une tension induite qui sera proportionnelle à dφ sur dt. Voilà. Donc juste ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être cohérent, il faut considérer que le flux à travers les N spires du bobinage qui est ici, eh bien c'est N fois le flux à travers une spire. Et c'est toujours comme ça qu'il faut compter. C'est-à-dire qu'en fait, on va distinguer dans l'énoncé le flux à travers les N spires du bobinage, que je vais appeler phi n. Voilà. Et celui-là, c'est le flux dont la dérivée correspondra à la tension U aux bornes du bobinage. Et le L qu'on cherche, eh bien le L, ça sera donc égal à, si je retourne la formule, phi L sur I. Et ensuite, eh bien, comment on va articuler ça? Et bien, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, le flux à travers les N spires du bobinage qui est ici, ça sera N fois le flux à travers une spire. Donc le flux à travers une spire, c'est celui-là. Voilà, divisé par I. Ensuite, il va falloir savoir quel est le lien entre ce flux ici, à travers une section donc, du circuit magnétique, et le flux et le courant I. Alors ce qui va nous donner ça, eh bien, c'est la loi d'Ohm du circuit magnétique. Vous voyez ici, en fait, on a la tension de ce générateur qui vaut NI. On a la valeur de la résistance du circuit, bien, on peut en déduire phi. Et la loi d'Ohm du circuit magnétique, on va l'écrire tout de suite, c'est or NI égale R phi. Et on voit que ça nous permet d'obtenir phi. Donc phi, ça nous fait NI sur R. Donc j'ai plus qu'à remplacer ce phi qui est ici dans cette équation. Donc le L est égal à N que multiplie N I sur R divisé par I. Voilà, ce flux est proportionnel à I, et donc quand on divise par le I qui est en bas, ça se simplifie. Donc on va faire la petite simplification. Qu'est-ce qu'on a là? Il nous reste L fois N divisé par R. Et ça va nous donner la formule de l'inductance. Donc L égale N au carré sur R. C'est là on va l'encadrer parce que c'est une formule qui marche à peu près tout le temps, celle-là. On a donc un bobinage sur un circuit magnétique. La valeur de l'inductance, c'est toujours N au carré sur R. Vous pouvez l'appliquer directement dans un DS, ça ne pose pas de problème. Ok, bon, il n'y a plus qu'à calculer. Donc si on veut calculer ça, eh bien N, ici c'était 100 spires. Donc ça fait 100 au carré, divisé par R qu'on a calculé juste avant, qui est ici, qui vaut 15,9 fois 10 puissance 6. Et alors, quand j'ai fait ce calcul-là, moi j'ai trouvé combien? 628 micro-henry. Le résultat, ça fait 628 micro-henry. Voilà, ou on peut dire aussi égal à 0,628 milli-henry. Voilà, tout ça, c'est équivalent. Voilà, on a la valeur de L. Et il reste une dernière chose à calculer, c'est de savoir jusqu'à quelle valeur de courant on va pouvoir monter dans le bobinage sans provoquer la saturation du circuit magnétique. Puisque tout ce qu'on a écrit, c'est vrai tant que le circuit magnétique, tant que le circuit magnétique canalise bien le flux du champ magnétique, et ça va être vrai tant qu'on ne dépasse pas, tant qu'on ne sature pas trop le circuit magnétique. Et dans l'énoncé, on vous dit qu'il ne fallait pas dépasser 0,5 Tesla. Voilà, donc on va se poser cette question-là. Alors ce que je vais faire, cette formule, je sais que j'en aurai besoin un moment ou un autre. Allez, on va effacer là en dessous, parce que ça, on n'en aura plus besoin. Et donc, je vais mémoriser cette formule ici. Donc, la reluctance, on a dit que c'était sensiblement égal à 2E
divisé par mu0, je laisse tomber le mu r puisqu'il vaut 1. Voilà. Okay. Et ensuite on va donc attaquer la partie 3. Alors la partie 3, c'est quel est le courant maxi qu'on peut faire passer dans la bobine sans saturer le circuit magnétique. Donc on va se poser la question. Alors pour faire ça, je crois qu'il suffit, il y a plusieurs façons de faire, mais il suffit par exemple de réécrire cette loi d'Ohm des circuits magnétiques, là. Hein, donc je la réécris telle que. Et on voit donc plus il y a de courant, plus il y aura de flux de champ magnétique. Et notamment, eh bien, au courant maxi correspondra le flux maxi. Et le flux maxi va être conditionné par le champ magnétique maximum qu'on peut faire circuler dans ce circuit magnétique. Parce qu'en fait, le flux maximum, enfin le flux déjà, de manière générale, il est égal à quoi? Alors, pour faire le calcul du flux, la formule générale, c'est de faire une intégrale double. Mais ça, on a dit que c'est ce qu'on faisait quand le champ était non uniforme et que la surface était... Enfin, si le champ est non uniforme ou si la surface à travers laquelle on calcule le flux n'est pas plane. Et nous, par exemple, ce qu'on va faire, on va calculer le flux du champ magnétique à travers cette section carrée, là, qui est ici, que je vais assurer, tout ça. Voilà. Et cette section carrée, elle est plane. Et puis le champ magnétique, dans ces zones-là, de toute façon, c'est le même partout. Et on va considérer que ce champ magnétique, sur toute la zone, il a même direction et même intensité. Donc en fait, il est uniforme pour tous les points de cette surface, pour tous les points de cette surface. Donc quand on calcule le flux du champ magnétique, il suffit de faire B scalaire S. S, c'est quoi? C'est le vecteur surface qui représente la surface en rouge. Donc là, en vert, c'était le champ magnétique. Ici, c'est la surface S. Voilà, ça c'est le vecteur surface. En vert, c'est le champ magnétique, B. Et comme ces deux vecteurs, B et S, ils sont collinéaires, eh bien, il suffit de faire, en fait, module de B fois module de S fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, c'est cosinus de 0. Donc en fait, dans ces circuits magnétiques, quand on veut calculer le flux, on ne se casse pas la tête, on dit que c'est le champ magnétique que multiplie la section du circuit magnétique. Et bien sûr, le flux maximum que pourra canaliser ce circuit magnétique, ça correspondra au champ magnétique maximal qu'on peut avoir avant saturation. Voilà comment on gère ça. Du coup, on va calculer tout de suite. Le Bmax, c'est marqué, c'est 0,5 Tesla. La section, on avait dit que c'était 1 cm par 1 cm. 10-2 par 10-2, ça fait 10-4. Voilà ce que vaut le phi max. Et après, il n'y a plus qu'à réinjecter là-dedans et à en déduire le Imax. Donc je repars de ça. Donc là, j'en déduis que le Imax, c'est égal à R phi max sur N, le nombre de spires. Voilà. Et j'ai plus qu'à mettre les valeurs, c'est-à-dire si je veux calculer, je mets donc 15,9 fois 10 puissance 6 pour la reluctance, en I-1, plus le flux, alors j'ai pas mis l'unité, mais c'est du Weber pour le flux. 0,5, je ne suis pas sûr on a trop parlé du flux, si je crois que je l'ai déjà dit. L'unité c'est du Weber. Alors, ça pourrait être aussi des Tesla fois des mètres carrés. Mais l'unité consacrée c'est le Weber. Allez, on met 10-4. Et je divise par le nombre de spires, c'est-à-dire les 100 spires. Alors, est-ce que j'ai fait le calcul de ça? R phi max sur N, donc on injecte toutes ces valeurs, c'est ça, et là moi j'ai trouvé 7,8 ampères. Séparation, voilà. Voilà ce qu'il fallait trouver comme valeur de courant à partir de cette formule-là. Ok. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir ce
qui va se passer si jamais on dépasse 7,8 ampères dans la bobine. C'est pas forcément qu'elle va brûler. Hein. Le fait qu'elle puisse brûler ou pas quand on dépasse une valeur de courant, c'est savoir si le fil va résister ici. Donc ça dépend de la section du fil, enfin de la taille du fil. Puis ça dépend de l'échauffement provoqué par le courant qui passe dans le fil. Et ça, en fait, c'est pas du tout conditionné par la valeur max du courant, mais par sa valeur efficace. Ça, on a vu ça au premier semestre. Donc la section du fil, ça va limiter l'inductance, le fonctionnement de l'inductance par rapport à la valeur efficace du courant qu'on veut faire passer dans le fil. Voilà, mais on peut avoir une valeur efficace, je sais pas, mettons, je sais pas, de 7,8 ampères par exemple, mais avoir une crête à un moment qui monte à 20 ampères, hein, c'est pas gênant. L'important, c'est qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Alors si on dépasse les 7,8 ampères, surtout, ce qui va se passer, c'est que le matériau magnétique va saturer et la valeur de l'inductance, qui était de 628 microhenry, elle va s'effondrer. Voilà. Alors si j'ai un peu de temps, je vous expliquerai un peu comment ça se manifeste, cette chose-là. Mais pour le moment, on va aborder peut-être la deuxième partie de l'exercice, c'est-à-dire la quatrième question. Et dans la quatrième question, en fait, on vous propose de renverser les données de l'exercice. C'est-à-dire que là, on vous a décrit comment est faite l'inductance, on vous a demandé d'en déduire ses caractéristiques électriques, c'est-à-dire la valeur de L et le Imax. Maintenant, on va faire un exercice de conception, c'est-à-dire qu'on va se donner la valeur de... On va se donner une valeur de L, un objectif, voilà, de valeur de L et une valeur de Imax, et il faudra en déduire la manière dont on construit cette inductance. Simplement, la contrainte, c'est qu'on doit réutiliser ces deux morceaux de circuit magnétique. C'est tout. Sinon, tout le reste, on peut bouger. Et les deux choses qu'on peut faire, qu'on peut changer, bien, c'est la largeur d'entrefer et le nombre de spires. On a le droit qu'à ces 2 degrés de liberté. Alors, qu'est-ce que ça? On va déjà poser l'énoncé, un petit peu. Voilà, je vais garder quand même ma formule en bas. Donc, la question 4, elle dit ça. Question 4, on veut, alors L égale 1 millihenry. Donc notez que c'est plus gros que ce qu'on avait jusqu'à présent. Et on veut qu'elle tienne 10 ampères crête. Et Imax égale 10 ampères avant de saturer. Alors on a un peu l'impression que c'est mission impossible parce qu'on a les mêmes bouts de circuit magnétique et en fait on veut augmenter sur tous les tableaux, c'est-à-dire on veut augmenter la valeur de l'inductance et on veut augmenter la valeur du Imax. Donc on pourrait penser que c'est un peu trop demandé et on va voir qu'en fait c'est tout à fait possible. Alors pour résoudre cet exercice, il y a 2 méthodes. La première, ça consiste finalement à réutiliser les équations qui ont été encadrées en rouge ici, que je vais remettre ici. Hein. Donc si on regarde bien ici, on avait L égale N au carré sur R, qui est notre équation 1. Puis la deuxième qui est ici, qui dit, ou que je peux même écrire, reprendre celle qui est au-dessus, qui est à peu près la même, hein. C'est N fois Imax égale R fois Phimax. Alors pourquoi ça suffit d'avoir ces 2 équations? Bien, si on regarde bien, dans ces équations, il y a pas mal de choses qu'on connaît. Hein. La valeur de L, elle est donnée, ça c'est connu. La valeur de N, on ne connaît pas, R, on ne connaît pas. Par contre, le Imax, il est donné dans l'énoncé. Et le Phimax, eh bien, il dépend du circuit magnétique, et c'est les mêmes morceaux de circuit magnétique, donc il ne changera pas, lui. Donc si on regarde bien, voilà, ça c'est connu. Ça c'est connu, voilà, je mets en rouge tout ce qui est connu. Le Phimax, il est connu. Et finalement, c'est quoi les 2 inconnus de l'équation? Des 2 équations, bien c'est N et R. Et en fait, vous savez que quand on a 2 inconnus, et 2 équations, bien, on peut trouver la solution et résoudre. Donc c'est ce qu'on peut faire par la première méthode. Donc l'idée c'est de sortir N ou R de ces 2 équations. Alors la première méthode, c'est la méthode de la substitution que je peux proposer. Donc on appelle ça l'équation 1 par exemple. Celle-ci, ça sera l'équation 2. Et ce que je vais faire, ce qui est facile à faire, je dirais, c'est sortir la valeur de R de cette équation pour remplacer dans cette équation-là. C'est-à-dire que là, je vais écrire R, donc je retourne un peu l'équation, ça me fait N Imax sur Phimax. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben ça, je vais l'appeler 2B, c'est l'équation 2B. Et le 2B, je le réinjecte dans l'équation 1. Donc on va mettre 2B dans l'équation 1. Et ça va me donner donc
L égale n au carré sur R. Pardon. On va laisser le n au carré comme ça, divisé par le R qui est ça. Le R c'est, je remplace par ce qui est ici, n max sur phi max. Voilà, alors la grosse difficulté, plein de traits de fraction. Donc là, il y en a plein qui risquent de se tromper s'ils font ces calculs-là. Un trait de fraction principal et un trait de fraction secondaire. Alors comment moi je gère ça? De toute façon, je veux avoir quoi au final? C'est dangereux quand même. Allez, il faut gérer les deux traits de fraction. Bon, n au carré divisé par n, il va me rester n. Voilà, le n au carré était divisé par imax, il va être divisé par imax. Et n divisé par quelque chose qui est divisé par phi max, ben ça revient multiplié par phi max. Parce que divisé par 1 sur phi max, ça revient multiplié par phi max. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, nous, ce qu'on cherche à la fin, c'est n, notre inconnu, le nombre de spires. Donc, de cette équation-là, j'isole n. N égale. Alors, ça fait, je passe de ce côté le Li max divisé par phi max. Et bien, c'est bon, je peux calculer la valeur de n. Donc L, on a dit qu'on visait une inductance de 1 millihenri, donc ça fait 10-3. Le I max c'est 10 ampères. Et le phi max, on l'a encore ici, c'est 0,5 10-4 Weber. Voilà, et donc quand on calcule tout ça, eh bien on obtient n égale 200 spires. Donc pour obtenir les valeurs souhaitées au départ, il faut bobiner non plus 100 spires, mais 200 spires. Donc on arrive à gagner sur les deux tableaux, hein, sur le L et sur le I, mais quand même ça nous coûte un peu plus cher, puisqu'il faut mettre un peu plus de spires, hein, donc plus de cuivre, plus de fil, donc ça coûte plus cher. Alors ça c'est pour calculer N, le nombre de spires, et ensuite il faut calculer R, la deuxième inconnue. Une fois qu'on a R, et plus la formule que j'avais gardée ici, eh bien on voit qu'on pourra relier R à l'épaisseur de l'entrefer, donc remonter à E. Alors avant qu'on fasse ça, j'aimerais vous montrer une deuxième méthode pour obtenir n beaucoup plus rapidement que ce qu'on vient de faire ici. Et puis ensuite on fera la valeur de R et de l'entrefer. Alors ça va donner quoi? Ce calcul plus rapide. Et bien pour ça il suffit de partir, donc on va écrire une deuxième méthode. Et alors cette deuxième méthode, c'est pas évident si on n'a pas l'habitude de le faire, mais il suffit de partir sur un truc assez étonnant, c'est de dire que le nombre de spires, eh bien c'est le flux à travers les n spires du bobinage divisé par le flux à travers une section du circuit magnétique ou le flux à travers une seule spire. Voilà, puisqu'on avait écrit, hein, je vous rappelle la relation qu'on avait écrit la dernière fois, c'est que le flux à travers les spires, c'était n fois le flux à travers une spire. Voilà, par de là. Mais bon, on peut l'écrire assez directement. Et là, c'est quasiment terminé. Pourquoi? Parce que le flux à travers les spires, par définition de ce que c'est une inductance, ben, c'est égal à Li. Et on divise par le flux à travers une section du circuit magnétique. Et ça, c'est vrai, disons tant que le matériau magnétique n'est pas saturé. Et ça doit être vrai notamment pour les valeurs max de I et de phi, c'est-à-dire la valeur max de I doit correspondre à la valeur max de phi. Et vous voyez là en une ligne, j'ai retrouvé cette formule-là. C'est la même. Mais j'ai pas eu besoin de résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Donc c'est plus rapide. Voilà, la deuxième méthode plus puissante. Allez, on revient maintenant à ce que j'avais dit, c'est-à-dire la valeur de R. Alors pour avoir R, ben, c'est pas très compliqué, on peut prendre soit cette équation, soit celle-là, et isoler R. Ça me paraît un peu plus simple avec celle qui est en haut, mais bon, c'est à peu près équivalent. Donc là, on écrit L égale n au carré sur R. L'équation 1. On isole R, et ça fait R égale n au carré sur L. Et on va le calculer, donc ça fait les 200 spires au carré, divisé par les 1 millihenri. Donc c'est 10-3. Donc ça, 200 fois 200, ça fait 40 000. Divisé par 10-3, ça revient multiplié par 1000. Ici, on a 40 millions.
Allez, 40 fois 10 puissance 6 en i, moins 1. Alors ça, c'est ce qu'on vise. Et pour obtenir ça, eh bien, il va falloir changer la valeur de l'entrefer. Et il va falloir l'augmenter, hein, puisqu'on veut un R plus grand que ce qu'on avait avant, puisque je vous rappelle, jusqu'à présent, on avait une reluctance de 15,9 millions. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais retourner cette formule-là, c'est-à-dire je vais mettre OR. Voilà. Allez, je rappelle cette formule. R égale 2E sur mu0S entraîne petit e égale, donc si je retourne la formule, ça fait mu0 SR sur 2. Et donc, il n'y a plus qu'à calculer. Petit e égale donc 4pi fois 10-7, que multiplie la section du circuit magnétique, et bien c'est 1 cm par 1 cm, c'est-à-dire 10-4 mètres, fois la reluctance qui vaut les 40 millions fois 10 puissance, donc 40 fois 10 puissance 6, et le tout divisé par 2. Voilà. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai obtenu quand j'ai fait ce calcul? J'ai fait 40 fois 4pi, 10-7, 10 puissance 6, et le 10-4, etc. Donc ça nous fait 2,51 mm. Voilà, et l'exercice à proprement parler est terminé quand on fait ça. Voilà, donc pour gagner sur les deux tableaux, c'est-à-dire avoir plus d'inductance et plus de courant, eh bien on a dû augmenter le nombre de spires et on a dû augmenter la longueur de l'entrefer, ou l'épaisseur de l'entrefer. Voilà, petite e. Voilà, alors la question qu'on va se poser maintenant, avant qu'on passe à la suite, c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe si on dépasse les 10 ampères crête dans le bobinage. Et ça, j'aimerais vous le faire comprendre. Alors, je vais faire ça tout de suite, et puis après, j'aimerais vous montrer des morceaux de... Enfin, comment on réalise concrètement ce genre d'inductance. Déjà... Qu'est-ce qui va se passer si on dépasse les 10 ampères crête? Alors pour ça, il faut se souvenir de l'équation caractéristique de l'inductance, qui est un peu idéalisée, c'est-à-dire si on néglige la résistance du fil, on sait que U est égal à LDI sur dt à la fin. Voilà, ce que je vous dis, oui, en gros. Voilà. Alors comment on obtient ça? Je vous rappelle, en fait, on écrit U égale dφ sur dt. Alors dφ n sur dt. Le flux à travers l'N-spire, et le flux à travers l'N-spire, eh bien c'est le produit Li, voilà, et ça nous fait, on sort le L, et ça fait LDI sur dt. Voilà d'où ça vient, c'est pour vous rappeler, hein, en fait, on utilise la loi de l'induction ici. Okay. Bon, si je retourne tout ça, eh bien on déduit que le DI sur dt dans une inductance, ça doit être égal à U sur L. Et de ça, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, si jamais je mets une tension constante, j'applique à un moment donné une tension constante aux bornes d'une inductance, eh bien le courant doit monter avec une vitesse de variation qui est constante, c'est-à-dire une pente constante. Donc par exemple, on fait un petit schéma expérimental. Hein. J'ai un générateur ici qui impose une tension U, un générateur électrique. Ici j'ai un interrupteur, et ici je mets mon inductance à tester. Voilà. Et puis j'ai un capteur de courant dans le circuit quelque part, voilà, ici qui mesure I. Voilà. Et à un moment, à l'instant t, qu'on va appeler t égale 0, je décide de fermer l'interrupteur et j'observe comment le courant évolue dans l'inductance. Alors quand on fait cette expérience avec une inductance sur circuit magnétique, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante. Voilà, si le matériau magnétique n'a pas trop de mémoire magnétique, on va dire aussi, avec quelques restrictions. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce genre de test? Donc j'ai le temps ici, qui évolue. Et puis je vais avoir le courant dans l'inductance. Donc le courant dans l'inductance, on va se prendre une origine des temps ici, voilà, 0. Et puis ici on va se faire un axe, et là c'est le courant dans l'inductance. Alors, avant 0, l'interrupteur est ouvert, donc le courant vaut 0.
Et puis quand on ferme l'interrupteur, eh bien on obtient une tension U au bord d'inductance qui est constante. Voilà. Et si elle est bien constante, si le matériau ne sature pas, eh bien on doit avoir un DI sur dt qui est constant. C'est-à-dire en fait, donc c'est en ampères par seconde, donc c'est la pente de la courbe ici qui doit démarrer comme ça, et le courant doit monter à pente constante. Voilà ce qui doit se passer. Eh bien, dès qu'on va dépasser le Imax, ici, donc le Imax qui vaut 10 ampères par exemple, dans la conception, la deuxième conception qu'on a fait, eh bien le matériau magnétique va saturer, et la valeur de L va chuter. Et si L chute, si on fait diminuer ce qui est au dénominateur ici, alors qu'on garde la tension constante, eh bien, le rapport des deux grossit, et ça veut dire que le DI sur dt va augmenter, c'est-à-dire que la pente va augmenter comme ça. Et en fait, on l'observe ça hein, quand on fait les tests, et on voit, alors attendez, je voulais faire une accélération qui est un peu coudée comme ça, puis après ça monte comme ça, puis après ça monte beaucoup plus vite comme ça. Voilà en gros ce qui se passe schématiquement, quand on dépasse le Imax. Non, pardon, alors excusez-moi, je me suis complètement gouré, le Imax il n'est pas là, il est ici, il est sur l'axe des I. Ok. Et puis ici, on va appeler ça, je sais pas, T1. Alors normalement, si on fait le DI sur dt, c'est la pente ici, c'est-à-dire le Imax sur T1 en fait, eh bien on doit trouver quelque chose qui est égal à U sur L. Donc si on connaît U, on peut remonter à la valeur de L. Et ensuite, quand la valeur de L s'effondre, eh bien le DI sur dt augmente. Voilà. Et ici, si on calculait le DI sur dt en prenant deux points, là, voilà, entre là et là, on fait le delta I qui est ici. La pente, hein, c'est ça, avec un delta I comme ça, qui correspond à un delta T. Eh bien, on obtient une autre valeur d'inductance qui est beaucoup plus faible, et en fait qui correspond à la valeur d'inductance qu'on aurait obtenue sans le circuit magnétique. C'est-à-dire si on met juste la bobine comme ça, et qu'on met aucun matériau magnétique, aucun élément de circuit magnétique, eh bien on obtient l'inductance qui correspond à cette pente-là. Donc qu'est-ce qu'on voit et cette inductance, c'est une pente plus élevée il correspond à une inductance plus faible. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? L'effet du circuit magnétique, eh bien, pour un même bobinage, ça a pour effet d'augmenter la valeur de l'inductance. Ici, il y a une pente plus faible, mais une valeur d'inductance plus élevée, hein, puisque je vous rappelle, l'inductance est au dénominateur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on utilise des circuits magnétiques. Ça permet de faire des valeurs d'inductance assez conséquentes, sans mettre trop de spires sur les bobinages. Voilà. Et bien, je crois qu'on a bien fait le tour de cet exercice 4. Donc je vais couper la vidéo, je vous montrerai un peu dans la vidéo qui suit à quoi ressemblent des vraies inductances sur circuit magnétique. Et puis je vous montrerai aussi comment on réalise des transformateurs. Et la conception d'un transformateur, c'est qui fera l'objet de l'exercice 5, le suivant, que vous pouvez chercher chez vous en avance de phase. Comme ça, vous profiterez beaucoup mieux de la correction. Voilà. Et bien, à bientôt pour ces prochaines vidéos.